Anne Darlvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. À l'occasion de la publication en octobre 2022 du DSA, le règlement européen sur les services numériques, Valère Ndior, professeur de droit public, nous entretient de cette législation qui va, au cours des prochaines années, progressivement s'appliquer pour réguler l'activité des plateformes de contenu en ligne, mais pas que. Valère Ndior, bonjour. Bonjour. Nous avons la chance de te revoir dans ce podcast. Tu es professeur de droit public à l'UBO et chercheur au Lablex. Et ta spécialité, c'est le droit du numérique, le droit la régulation des plateformes, hein. Oui, c'est ça, droit du numérique, mais avec une perspective de droit international, vu que c'est mes spécialités d'origine. C'est exactement ça. Et on te reçoit à l'occasion de la signature du DSA. J'ai plus en tête, mais c'était en octobre. Voilà, on a eu la version définitive qui a été adoptée en octobre récemment, et donc voilà, le texte a vocation à entrer en application, si tout se passe bien, dans quelques mois. Mais voilà, on pourra peut-être détailler sur ce point-là de la question de l'entrée en application, parce qu'elle est même l'entrée en application soulève des questions intéressantes par rapport aux plateformes. Oui, exactement. C'est vrai qu'elle est en deux temps, avec avec des différences, etc. Mais déjà, le Digital Service Act, son champ d'application, c'est quoi? Ça sera quoi? Alors, donc le Digital Services Act, qu'on appelle aussi la législation sur les services numériques, vise, alors, dans les grandes lignes, ce qu'on appelle les plateformes en ligne, les moteurs de recherche en ligne et un certain nombre de services d'intermédiation. Donc l'idée, en somme, c'est de viser un certain nombre de plateformes que nous utilisons de façon quotidienne et qui ont la particularité de nous offrir des services, voilà, de type recherche de contenu, partage de contenu, les services de cloud. Et donc voilà, on resserre quand même un peu le champ par rapport à d'autres instruments internationaux ou européens. Donc on ne va pas envisager ici les activités numériques de manière générale, mais vraiment des plateformes en ligne avec différents énoncés, différents intitulés qui sont pas toujours évidents, mais voilà, en gros c'est vraiment l'idée des intermédiaires en ligne, fournisseurs d'accès, services informatiques en nuage, cloud, marketplace, les places de marché, certaines boutiques d'applications, etc., etc. D'accord. Et il a un jumeau, le DMA. Il vient se tuiler avec le RGPD. Pendant longtemps, on va dire entre 95 et le RGPD 2016, on avait l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose en termes de régulation. Et là, tout d'un coup, ça s'accélère. On en a donc en 5 ans, 5-6 ans, on en a 3. Il y a le NS2 là qui vient de sortir sur la cybersécurité. C'est un mouvement général, hein. Ça s'accélère vraiment ou c'est juste le rythme normal, hein? Je pense qu'on est vraiment face à une accélération parce que comme tu l'as bien signalé, voilà les textes qui avaient vocation à s'appliquer aux activités en ligne, je dis les choses de façon un peu globale, dataient pour l'essentiel de la fin des années 90, du début des années 2000, tout ce qui va toucher au commerce électronique, à la distinction entre hébergeurs, et éditeurs de contenu. Le souci, c'est que pour la plupart, c'était des textes qui avaient été adoptés avant l'émergence d'un certain nombre de grandes plateformes, notamment les réseaux sociaux qui ont commencé à gagner en succès et en audience plutôt au milieu des années 2000. Et donc, on procédait beaucoup par analogie à partir de textes qui étaient quand même assez datés, en tout cas datés à l'échelle du numérique, parce que sinon on pourrait dire, bon, finalement, le début des années 2000, c'est plutôt honnête. Effectivement, depuis quelques années, depuis notamment, le RGPD de 2016, on assiste à une accélération de l'encadrement des activités numériques de manière générale. Le DSA, le DMA, le Digital Markets Act, en matière de concurrence, le Cyber Security Act, qui vient d'être conclu, et voilà, qui va renforcer les activités de certaines agences, européennes. Et puis, il y a aussi des textes qui sont en train d'être adoptés ou proposés plutôt en matière d'intelligence artificielle. Donc très clairement, depuis le milieu des années 2010, on assiste à une accélération de l'adoption des instruments s'appliquant à différentes facettes de l'activité numérique.
Et donc, on voit qu'il y a un grand nombre de textes qui s'articulent les uns aux autres, hein, et c'est complet ou ça va être très bientôt complet? Ou il y a encore des gros dossiers? Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est complet parce qu'il va évidemment falloir s'adapter aux innovations qui vont être apportées par les ingénieurs et les développeurs au cours des années à venir. J'espère évidemment qu'on n'en arrivera pas au stade où on va adopter un texte spécifique au métaverse et qu'on va pouvoir s'appuyer sur ce qui existe déjà. Mais il y a des textes qui sont en discussion, ou même pas des textes, mais des projets qui sont en cours de discussion, notamment tout ce qui va concerner certaines activités illicites en ligne. L'idée, c'est que voilà, des textes comme le DSA, le DMA fournissent un cadre général, mais il est aussi nécessaire de réglementer certaines activités illicites. C'est en ce sens, par exemple, qu'un règlement a été adopté en 2021 pour fixer des obligations de modération à l'égard des contenus dits terroristes ou extrêmement violents. Donc voilà, là, on sent qu'on est vraiment face à un texte très spécifique qui doit s'articuler, notamment avec le DSA et puis avec certains instruments de droit issus des droits nationaux. Et je crois comprendre qu'il y a aussi un projet visant les contenus pédopornographiques, l'idée étant aussi de fournir un arsenal européen harmonisé pour lutter contre certains des crimes les plus graves qui peuvent justement se produire spécifiquement en ligne. Alors tu as cité le terme de règlement et le DSA et le DMA sont des règlements, même si leur terminologie, enfin leur nom c'est acte. Concrètement, pour ceux qui sont pas au fait de la réglementation européenne, il y a des règlements, des directives. Qu'est-ce que ça change? Bah, ce que ça change, c'est que contrairement à une directive, le règlement s'applique, automatiquement dans l'ordre juridique, des États membres de l'Union européenne. Donc ça signifie concrètement que contrairement à une directive qui laisse une certaine marge de manœuvre aux États membres pour déterminer de quelle manière ils vont, mettre en œuvre une orientation fixée dans le texte, le règlement a vocation à s'appliquer tel quel dans l'ordre juridique interne et finalement, il va appartenir simplement aux États membres de définir certaines modalités, de mise en œuvre du règlement, en l'occurrence du DSA, par exemple en identifiant les organismes, les agences ou autres autorités qui vont mettre en œuvre les obligations contenues dans le DSA. Donc finalement, la marge de manœuvre est beaucoup plus réduite dans les ordres juridiques nationaux, face à un règlement, que face à une directive. Après, ce qui est intéressant, c'est que, en ce qui concerne le DSA, il y a encore un certain nombre de points d'interrogation par rapport aux moyens qui seront alloués en France à certaines autorités, par exemple l'ARCOM, qui est la fusion du CSA d'Adopi, pour mettre en œuvre les obligations inscrites dans le DSA. Donc voilà, contrairement à une directive, il n'y a pas besoin qu'il y ait une loi nationale qui soit mise en place pour que le texte en fait soit utilisable directement. Et il serait utilisable directement, donc on l'a dit, avec des modalités temporelles un petit peu compliquées. L'idée c'est que le régime général c'est au début 2024 ou 15 mois après son entrée en vigueur. Mais pour les plateformes, ce qu'on va appeler les grosses plateformes, on va revenir sur ce que c'est qu'une grosse plateforme, c'est un peu avant. Alors oui, c'est ça, parce qu'en fait, la difficulté par rapport aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne, c'est qu'il va falloir commencer par les identifier, et il faut pour cela que la Commission européenne puisse adopter un acte délégué qui va lui permettre, si devais résumer les choses, de fixer la liste, des plateformes, qui sont considérées comme, relevant de cette catégorie. Donc, à savoir celles qui, finalement ont plus de 45 millions d'utilisateurs. Alors ça pose des problèmes extrêmement concrets, mais auxquels on ne pense pas, à savoir comment est-ce qu'on détermine qu'une plateforme a tel nombre d'utilisateurs sur une période donnée. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'elle perd ce nombre d'utilisateurs, comme ça peut être le cas pour Twitter en ce moment. Bon, même si le problème se pose peut-être pas à cette échelle-là, mais oui, effectivement, les très grandes plateformes en ligne ont vocation à avoir le règlement à être rendu opposable en principe plus tôt que début 2024. Il faut simplement que la Commission soit en mesure de définir la liste de ces très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche en ligne, comme c'est déjà d'ailleurs indiqué dans le règlement. Est-ce que les faux comptes, les bots, les comptes inactifs sont dans la mesure ou pas? Exactement.
Oui, là, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Est-ce qu'il faut intégrer les comptes inactifs, les bots et autres comptes dont le statut ou la réalité peut être contestée. Mais ça, c'est plutôt une question pour des plateformes, à mon avis. Ces très grands fournisseurs intermédiaires de services en ligne auront des responsabilités supérieures à celles de toutes les autres entreprises ou institutions qui tomberont sous le coup du DSA. Oui, c'est un peu ça l'idée parce que, en gros, le chiffre de 45 millions d'utilisateurs correspond à grosso modo 10 de la population de l'Union européenne. Donc ce chiffre a été choisi parce qu'on considère qu'il y a un seuil qui est atteint à partir du moment où une plateforme peut se prévaloir, d'avoir, 10 enfin, des utilisateurs qui représentent 10 de la population de l'Union européenne. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette catégorie des très grandes plateformes en ligne, c'est que, comme tu l'as dit, on estime qu'elles doivent être soumises à davantage d'obligations, ou plutôt des obligations beaucoup plus strictes en matière de diligence, parce qu'elles ont nécessairement des effets beaucoup plus, leurs activités ont des effets beaucoup plus importants sur la société. Sur les sociétés européennes, on parle même d'effets systémiques en matière d'atteinte potentielle à l'état de droit, à la démocratie, aux droits fondamentaux. Et c'est moins le cas, on le présume, pour une plateforme qui, je ne sais pas, abriterait 5000 utilisateurs. Voilà, les probabilités qu'une mauvaise utilisation puisse avoir des effets systémiques sur la société d'un État membre ou sur la société européenne de manière générale est quand même beaucoup plus faible. Mhm. En tout cas, suivant le modèle actuel, qui sont des plateformes ouvertes à un public général, éventuellement, s'il y avait des publics ciblés, des élites, par exemple, ou des choses comme ça, la question pourrait être reposée. Mais en tout cas, là, le fait de fixer un seuil numérique, ça permet aussi de pas du tout s'interroger sur la nature de ces fournisseurs. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir si ce sont des éditeurs de contenu, si ce sont juste des fournisseurs de tuyaux dans lesquels des gens s'expriment de manière responsable. Là, on parle juste de vous avez combien de tickets d'entrée, combien de places dans la salle, et c'est tout ce qu'on vous demande. Alors oui, et c'est une question qui revient assez souvent dans le débat, et d'ailleurs, il y a quelques jours, on en parlait lors d'une conférence débat. Est-ce que la distinction entre éditeur et hébergeur fait toujours sens aujourd'hui? D'une certaine manière, l'Union européenne essaie de ne pas trancher cette question, de ne pas trancher cette question de façon définitive. J'ai envie de prendre peut-être un exemple. La question du rôle que joue une plateforme de réseau social sur l'organisation des contenus sur un fil d'actualité. C'est une chose de dire, voilà, finalement, les contenus qui apparaissent sur le réseau social sont des contenus qui sont publiés par les utilisateurs, et la plateforme, que ce soit Meta, Twitter ou autre, se contente, comme tu disais, de fournir des tuyaux. Et donc voilà, dès qu'il y a un contenu illicite ou dont la réalité peut être contestée, bah, la plateforme pourrait dire, mais moi je suis qu'hébergeur, l'éditeur de contenu, les éditeurs de contenu, ce sont les utilisateurs et utilisatrices. OK, ça passait, au début des années 2000, lorsque les réseaux sociaux étaient particulièrement, en voie d'émergence, voire n'existaient pas tellement, et que les principaux hébergeurs étaient des sites sur lesquels finalement, bah, on arrivait, on voyait des contenus qui étaient publiés de façon chronologique, et voilà, les plateformes exerçaient pas une activité dite éditoriale ou de curation. Aujourd'hui, on sait que les plateformes en ligne ont une fonction qui est parfois qualifiée de fonction éditoriale ou de curation. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont organiser la mise en page, ou en tout cas la présentation de leur page d'accueil, en tenant compte de facteurs qui sont algorithmiques et qui peuvent être liés à l'intérêt, à la viralité, à l'audience d'une publication. Donc on se demande d'une certaine manière si, même si c'est de façon algorithmique, si ces plateformes n'organisent pas la mise en forme des contenus comme le ferait un journal, finalement, comme le ferait un rédacteur en chef. Et il est vrai qu'il y a tellement de controverses sur ce sujet, hein, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que le réseau social n'organise pas les informations d'une certaine manière, que d'une certaine manière, bah, la question de la distinction entre hébergeur et éditeur devient de plus en plus complexe. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est de plus en plus complexe, et qu'il est difficile de dire de façon définitive et irréversible, oui, le réseau social, c'est absolument pas un éditeur. Bah, on peut se demander si le réseau social n'a pas quelques fonctions d'édition.
et les évolutions à anticiper des réseaux sociaux nous amènent évidemment à envisager que ce flou dans la distinction finalement, se renforce au fil des années. On ne sait pas à quoi ressembleront les réseaux sociaux dans 3 ou 4 ans, et donc l'idée, c'est pas non plus de devoir adopter de nouveaux règlements tous les 3 ou 4 ans. Le DSA est parfois réduit à une formule qui est ce qui est illégal hors ligne, l'est également en ligne. Alors oui, c'est vrai on l'entend beaucoup. Je me demande d'ailleurs si c'est pas Thierry Breton, le commissaire européen, qui a utilisé cette formule. Le souci, c'est que il y a une différence entre ce qui se passe en ligne et hors ligne. C'est la question de la territorialité. À savoir que des comportements qui sont illicites hors ligne, mais qui se déroulent sur le territoire français sans intermédiation d'une plateforme, sont plus faciles, avec beaucoup de guillemets, à appréhender que des comportements qui se produisent en ligne, parfois à la faveur d'un pseudonyme ou d'ersatz d'anonymat, et avec des techniques de modération, de contrôle qui ne dépendent pas de la force publique, mais en réalité d'entreprises privées dont la plupart se trouvent à l'étranger. Donc en fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et j'ai même envie de dire que la question de l'encadrement des comportements en ligne nous a amené à nous poser des questions qui n'étaient pas forcément tranchées de façon claire dans la réalité. Comment est-ce qu'on définit qu'un discours est haineux? Comment est-ce qu'on définit le caractère terroriste d'un comportement ou d'une publication? Donc en fait, les choses peuvent sembler simples en théorie, mais en tentant d'appréhender des comportements en ligne, on s'interroge aussi sur la définition de comportements, leur qualification, alors que ces comportements n'étaient pas forcément définis de façon extrêmement claire par le droit français, par le droit européen, par le droit international depuis des années. Et je vais prendre simplement un exemple, le terrorisme. Le terrorisme ne fait pas l'objet d'une définition consensuelle en droit international, sauf qu'on a un règlement qui a été adopté par l'Union européenne, hein, donc le règlement 2021-784 qui est relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne et qui, évidemment, a amené les législateurs européens à s'interroger sur la manière de définir le terrorisme. Donc, finalement, ça complique un peu les choses, mais ça permet peut-être aussi de se confronter à des problématiques définitionnelles qui n'étaient pas abordées jusque-là. Est-ce que ce règlement européen va changer beaucoup les choses par rapport à la réglementation qui existe déjà en France? Alors, dans une certaine mesure, la réglementation française anticipe les règlements qui sont en cours d'adoption ou qui sont sur le point d'entrer en application. Euh, En fait, c'est pour une raison simple, c'est que la France a été quand même une force motrice dans l'adoption d'un certain nombre de règlements en matière numérique, notamment le DSA. On sait que certaines des idées qu'on retrouve aujourd'hui dans le DSA ont été en partie pensées dans le cadre d'une mission appelée la mission Facebook, une collaboration qui s'est établie donc entre les autorités françaises et l'entreprise Facebook à l'époque pour déterminer des standards de modération qui soient satisfaisants à la fois pour les États, pour les sociétés et pour les plateformes. Et donc, de certaine manière, on peut considérer que l'arsenal d'instruments qui a été développé depuis 2016, alors que ce soit la loi pour une république numérique, la loi en matière de désinformation en période électorale de 2018, etc., sont en fait des éléments qui viennent anticiper les règlements européens tels qu'ils vont entrer en application dans les ordres juridiques au cours des mois ou des années à venir. Et il y a évidemment un dialogue qui s'établit entre les institutions françaises et les institutions européennes. Alors après, il y a des difficultés aussi, hein, tout ne se goupille pas de façon parfaite. Je prends un exemple. La loi de 2020, dite loi Avia, qui est destinée à contrecarrer, à sanctionner la diffusion de ce discours de haine avec une obligation, avec ce qui aurait dû être une obligation de retrait des contenus en 1 heure. On voit beaucoup de passerelles intellectuelles en fait entre le contenu des DSA et cette loi, bien qu'elle ait été retoquée en grande partie par le Conseil constitutionnel en 2020. Euh, En gros, il s'agit vraiment d'établir des obligations de diligence à l'égard des plateformes dès lors qu'il y a un signalement par les autorités de contenu illicite. Donc, le droit français est en grande partie déjà prêt pour ces instruments, et ce qu'il reste à faire, c'est à définir certaines modalités, par exemple, voilà, quelles seront les prérogatives de l'ARCOM, est-ce qu'on renforce ses moyens, donc en gros, comment on adapte l'existant pour permettre à l'existant d'appréhender des obligations qui sont nouvelles, mais qui sont globalement compatibles avec le droit français.
Tu as évoqué le terme de diligence. Enfin, souvent on ne le traduit pas. On parle de due diligence. C'est un mécanisme juridique auquel on n'est pas forcément habitué en France. Alors, c'est vrai que le mot diligence, c'est un mot qui est assez particulier. Je tiens à préciser il apparaît en tant que tel dans le DSA. Les standards de diligence, voilà. En gros, l'idée, c'est, moi j'aime bien, j'aime bien quand j'explique ça aux étudiants, opposer diligence à négligence. L'idée, c'est qu'on va amener les plateformes à se responsabiliser et fixer un certain nombre d'obligations de moyens à leur égard. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, vous êtes des plateformes, vous disposez d'un contrôle technique sur les supports que vous offrez au public, hein, donc les murs, les systèmes de messagerie et autres. Et vous devez, compte tenu de la responsabilité que vous assumez ou que vous revendiquez sur le débat public, vous devez mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour éviter que les supports que vous offrez au public puissent représenter un risque à la fois pour les utilisateurs, pour les États, pour l'État de droit, pour la démocratie, pour les droits fondamentaux. Et donc c'est la raison pour laquelle, par exemple en ce qui concerne le DSA, il y a un certain nombre de risques systémiques qui sont identifiés, donc des risques systémiques dont on considère qu'ils sont inhérents au fonctionnement des très grandes plateformes, et les plateformes doivent prendre toutes les mesures nécessaires, ou toutes les précautions, si tu préfères, pour prévenir la diffusion de contenus illicites tels que les discours haineux illégaux, des effets négatifs réels ou prévisibles, j'aime bien cette idée de prévisibilité, sur les processus démocratiques, les processus électoraux, la sécurité publique, etc., etc. Et donc ça se matérialise essentiellement par des obligations de transparence et de reporting, à savoir que les plateformes doivent mobiliser des moyens humains et algorithmiques nécessaires et satisfaisants et adéquats en matière de modération. Donc ça veut dire recruter ou, ou recruter les bonnes personnes, ça on pourrait en parler. Euh, Développer des moyens complémentaires de modération, parce qu'on se doute bien qu'à un moment donné, même avec 5 000, 10 000, 20 000 modérateurs, il y a des choses qui vont passer à travers les mailles du filet. Mais les plateformes doivent également rendre des comptes aux États et à la Commission européenne, hein, qui dispose désormais de prérogatives de surveillance pour démontrer qu'elle joue le jeu. Et donc ça veut dire annuellement présenter des rapports en disant on a supprimé tel nombre de contenus, ces contenus étaient de telle nature, on les a identifiés grâce à tel procédé humain ou algorithmique, en conséquence de quoi on a pris les mesures suivantes. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment d'amener les plateformes à se responsabiliser pour permettre aux autorités de régulation et aux autorités de contrôle d'agir plutôt a posteriori, donc autant que possible a posteriori, et constater, voilà, bah écoutez, vous avez manqué à vos obligations de diligence, on vous demande désormais d'être plus rigoureux, recrutez davantage, soyez plus rapide, collaborez de façon plus étroite avec les autorités. Donc pour moi, c'est ce côté un peu responsabilisation, avec des obligations de moyens. On sait que les plateformes peuvent échouer, mais il faut, quoi qu'il arrive, qu'elles mettent tous les moyens disponibles, adéquats et efficaces pour prévenir leur propre échec, en fait. Et ça, comment est-ce qu'on s'en assure? Je crois qu'il y a une commission, enfin un comité consultatif qui va être mis en place au niveau européen, financé par une redevance de ces plateformes. Il y a des amendes qui peuvent être assez importantes. On se donne les moyens de surveiller en fait qu'elle applique correctement ce DSA? Alors, c'est une question qui est un peu sensible. Effectivement, la Commission européenne, alors il y a encore plein de points d'interrogation, qui seront, pour lesquels on aura des réponses au cours des mois à venir. Mais voilà, quand on discute de façon officieuse avec certains représentants d'autorités, ils nous disent: «On ne sait pas exactement comment on va travailler sur ce point-là. On sait qu'on doit le faire, mais on ne sait pas si on sera assez, on ne sait pas si on pourra vraiment le faire». Parce qu'en fait, ce qui se passe, comme je te le disais tout à l'heure, c'est qu'on tente de mettre en œuvre ce règlement en s'appuyant sur l'existant. Donc, autant que possible, faire en sorte que les États membres n'aient pas à créer de nouvelles autorités, de nouveaux organes.
Donc la commission établit un pouvoir des compétences en matière de surveillance qui vont être en principe financées grâce à une redevance qui va peser sur les finances des fameuses très grandes plateformes. Alors je ne sais plus quel est le montant de la redevance, c'est genre 0,000 quelque chose de leur chiffre d'affaires annuel, ce qui correspond généralement à des centaines milliers, voire à des millions d'euros. Voilà, comme quoi le 0,00 appliqué à certaines entreprises, ça peut être utile. Donc l'idée, c'est que ces entreprises contribuent financièrement à leurs propres redevances. Par ailleurs, l'idée, c'est que ces redevances permettent de renforcer les équipes de la commission qui seront amenées au quotidien à œuvrer, à travailler en collaboration avec les plateformes, parce que voilà, le problème, c'est que on parle de dizaines, plusieurs dizaines de personnes pour assurer la mise en œuvre du DSA à l'échelle européenne. On ne sait pas si c'est suffisant compte tenu du volume d'activité qui se déroule sur les plateformes quotidiennement. Et par ailleurs, au niveau de l'Arcom, qui constitue la fusion du CSA et d'Adopi depuis 2022 et qui donc entame ses activités, on sait qu'on a une direction des plateformes en ligne. Qui a d'ailleurs été représentée à une conférence qui a eu lieu à Brest il y a quelques jours, hein, qui nous a expliqué un peu les enjeux du DSA. Mais force est de constater qu'il y a beaucoup plus de points d'interrogation que de points qui sont fixés en ce qui concerne la manière dont l'Arcom va pouvoir assurer matériellement et même humainement les nouvelles fonctions qui sont les siennes. C'est une chose de dire, bah voilà, écoutez, chaque État membre définit des autorités de régulation, des points de contact, des autorités de contrôle, en s'appuyant sur l'existant. Encore faut-il que les moyens suivent. Et j'ai l'impression que l'efficacité du DSA va en grande partie reposer sur la bonne volonté ou sur l'épée de Damoclès, enfin, la bonne volonté des plateformes, et puis aussi sur l'épée de Damoclès que pourrait constituer pour certaines l'amende prévue en cas de violation grave et répétée de leurs obligations. Alors 6% du chiffre d'affaires annuel mondial. La vraie question, c'est est-ce que ça peut vraiment faire peur à une entreprise multinationale qui génère des milliards de dollars? Alors ça peut faire peur à Twitter aujourd'hui, peut-être plus qu'à Meta. Et encore, je dis ça, mais Meta est forcément dans une situation extrêmement saine depuis, on le sait désormais depuis quelques semaines. Donc voilà, il y a un effet dissuasif, mais l'idée, c'est de taper au portefeuille en espérant que les plateformes vont jouer le jeu. Et pour l'instant, force est de constater qu'en matière d'élaboration de rapports, par exemple, les rapports qui ont été publiés il y a quelques semaines sur Internet, sur le site de l'Arcom, ce sont des rapports qui ont été en fait communiqués à l'Arcom par un certain nombre d'entreprises, Twitter, Meta, TikTok et autres, pour expliquer de quelle manière ces entreprises luttent contre la désinformation en ligne, notamment dans le cadre d'échéances électorales ou démocratiques. Bon, bah, quand on lit les rapports, il y a beaucoup plus de points d'interrogation que de points de clarification. Sur le nombre de modérateurs, on a des doutes, sur les moyens mis en œuvre, on a des doutes, il y a des réponses qui sont incomplètes. On n'est pas certain, sur la base de l'existant, que les plateformes aient vraiment conscience de ce qu'on attend d'elles, ou en tout cas qu'elles aient envie de le mettre en œuvre, parce qu'elles n'ont pas envie de révéler l'ensemble des modalités techniques de leur activité. Donc voilà, je pense qu'on va essuyer les plâtres pendant quelques mois. Mais bon, c'est mon intuition. Je pense que le plus gros problème, c'est les moyens matériels et les moyens humains qui vont être mis à disposition des autorités. Dans ce qu'on appelle la communauté internationale, si cette institution existe, on a tendance à se regarder, les États ont tendance à se regarder les uns les autres. Certains attendent en fait que d'autres fassent le premier pas pour les suivre. Est-ce que dans ce cadre-là, on pourrait avoir un Bruxelles effect qui amènerait d'autres pays hors UE à statuer également sur ou à suivre en fait l'exemple de cette réglementation? On peut l'imaginer de la même façon que le RGPD a constitué une inspiration pour un certain nombre de législations extra-européennes de protection des données à caractère personnel en Asie, en Amérique latine, même aux États-Unis, dans certains États fédérés, où on a vu apparaître des législations qui ressemblaient fortement au RGPD. Donc évidemment, c'est, je pense, une fierté pour la Commission européenne qui se dit, regardez, on crée le modèle et puis finalement, ce modèle est cloné. C'est pas du plagiat, c'est
c'est finalement c'est une inspiration fructueuse. Je pense qu'un certain nombre d'États à travers le monde observent avec attention le travail qui est mené par la Commission. Je pense notamment aux États-Unis, hein, qui sont en train de lutter en interne entre les factions politiques qui estiment que la section 230 du Communication Decency Act, qui protège en certaine mesure les plateformes de sanctions pour les contenus illicites qui sont publiés en ligne, pour que cette section 230 soit réformée. Certains disent oui, il faut réformer la section 230, les plateformes n'ont pas assez de responsabilités, elles sont beaucoup trop protégées. D'autres estiment que ça pourrait être un frein pour l'innovation. Et fatalement, le fait que le DSA soit finalisé alors que cette controverse prend de l'ampleur aux États-Unis, ça incite certaines autorités américaines à observer avec attention ce qui se passe dans l'Union européenne, hein, que ce soit la Federal Trade Commission, hein, qui est en train d'observer un peu ce qui se fait dans l'Union européenne en matière de concurrence, que ce soit la Maison Blanche, hein, dont Joe Biden dès sa prise de fonction, a annoncé la couleur, qu'il voulait resserrer un peu la vis par rapport aux plateformes, hein. Il avait même dit attention, moi je considère que Facebook est une plateforme qui tue dans certains contextes. Donc je pense que ça va susciter l'intérêt lorsqu'on en parle avec des universitaires états-uniens. Ils sont vraiment passionnés, ils suivent l'évolution de DSA comme ils suivraient une série américaine juridique, et ils veulent savoir comment ça fonctionne et surtout est-ce que ça va vraiment permettre à l'Union européenne d'exercer une contrainte sur les réseaux sociaux notamment. Alors après, il y a d'autres discussions qui sont en train d'émerger bien au-delà des États-Unis. En Inde, par exemple, la question de la modération devient particulièrement cruciale. Enfin, voilà, l'Inde est un marché particulièrement actif et prioritaire pour des entreprises comme Facebook. L'Inde va bientôt devenir sans doute le deuxième, voire peut-être à terme le premier pays le plus habité du monde. En tout cas, c'est des projections qui commencent à émerger. Et le problème, c'est que en matière de modération des contenus, les réseaux sociaux ont plutôt péché au cours des dernières années par négligence ou par manque d'investissement, notamment linguistique. Et donc l'Inde est en train d'envisager d'adopter des législations qui permettraient, par exemple, j'ai vu passer ça il y a 2 semaines dans les médias, qui permettrait à des utilisateurs qui ne sont pas satisfaits de la modération mise en œuvre par les plateformes en ligne, de saisir une sorte de conseil public, un organe public de contrôle, de supervision, qui pourrait imposer aux plateformes de modérer un contenu qui porterait atteinte aux intérêts, aux droits des utilisateurs ou qui porterait atteinte à l'ordre public. Donc il y a vraiment une espèce de convergence à l'échelle internationale. Je pense que l'Union européenne constitue vraiment une figure de proue en la matière, comme elle l'a fait dans d'autres domaines du numérique. Et je suis très curieux de voir si d'autres textes similaires au DSA seront adoptés par différents États à travers le monde dans les mois ou dans les années à venir. Mais à mon avis, ils vont attendre de voir comment on gère les premières années du DSA avant d'envisager de faire la même chose chez eux. Une des critiques ou une des observations qui est faite par certains, c'est que c'est un texte qui évite de trop définir ces concepts. Est-ce que c'est un avis que tu partages et est-ce que, si c'est le cas, ce flou peut profiter soit aux plateformes pour faire un peu ce qu'elles veulent en jouant sur les ambiguïtés ou au contraire, comme tu le signales, on ne sait pas encore exactement comment ça va fonctionner, donc on apprend chemin faisant et les concepts vont progressivement en fait se renforcer. Alors, je ne sais pas si on peut parler de flou ou plutôt de caractère général de la règle, hein. C'est une question qu'on se pose souvent, nous les juristes, sur le degré de précision qui doit être attendu de la norme. Est-ce qu'il faut que la norme soit extrêmement précise? Est-ce qu'il faut qu'elle fournisse des listes exemplatives ou des listes exhaustives? C'est vrai il est vrai que ce qui fait le succès de certains instruments pourtant datés, hein. Je prends par exemple la loi de 1881 sur la liberté de presse, c'est que les énoncés sont suffisamment généraux pour pouvoir être interprétés durant des décennies en tenant compte du contexte, de l'évolution de la société, de l'évolution des moyens techniques. Le DSA est un instrument qui fait quand même plusieurs centaines de pages, donc il est quand même assez détaillé avec un certain nombre de considérants qui clarifie le sens à accorder à certains termes, mais surtout,
Je dirais que le DSA ne doit pas être envisagé de façon isolée, parce qu'il s'articule avec une variété d'instruments auxquels il fait d'ailleurs référence, que ce soit en matière de lutte contre les contenus illicites, que ce soit en matière de protection de données à caractère personnel, etc., etc. Donc, il me semble que, en réalité, le doute ne va pas bénéficier aux plateformes, mais va plutôt bénéficier aux autorités qui vont être amenées à le mettre en œuvre à l'échelle de l'Union européenne et à l'échelle des États, parce qu'en fait, ces autorités vont, si tout se passe bien, pouvoir interpréter le DSA à la lumière de l'évolution des plateformes elles-mêmes, à la lumière de l'évolution de la jurisprudence. La jurisprudence va évidemment permettre de clarifier le sens de certaines dispositions d'un instrument qui reste un règlement et donc un instrument européen. Et je pense que le DSA n'est pas en fait si flou que ça. Il y a des notions qui pourraient interpeller. On pourrait se dire bon voilà finalement est-ce que le fournisseur, l'intermédiaire, ouais, est-ce qu'on ne devrait pas être beaucoup plus précis sur la définition des plateformes? Est-ce qu'on n'aurait pas dû dire les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne ou les plateformes bifaces? Mais le risque serait justement d'avoir un texte qui serait trop précis, qui définirait des obligations, des régimes juridiques spécifiques à certaines catégories de plateformes et qui ne permettrait pas d'anticiper l'apparition finalement de processus qui n'auraient pas été pensés par le législateur de l'Union européenne. Donc moi, ce point-là ne me gêne pas trop. Et on reste dans de l'activité de régulation. L'idée, c'est de préserver un certain nombre d'équilibres sur un marché qui est identifiable, à savoir le marché numérique. Donc, je ne doute pas que les autorités de régulation, les personnes qui travaillent au sein de ces autorités, vont, au fil des mois et des années à venir, euh, affiner par leurs pratiques et par les sanctions ou les avertissements qu'ils vont adopter, le sens qui doit être retenu en ce qui concerne telle ou telle disposition. Et puis, évidemment, hein, rien n'empêchera la commission ou d'autres organes, par des actes délégués ou par d'autres instruments, de clarifier la pratique. Et donc, voilà, ce point-là ne m'inquiète pas trop compte tenu de l'évolution qu'on a pu constater, par exemple, pour le RGPD. Au début, le RGPD, on se disait, il y a certaines dispositions, on ne comprend pas, est-ce que c'est extraterritorial, c'est quoi exactement une donnée sensible. Heureusement, il y a des lignes directrices qui ont été publiées régulièrement, et ces lignes directrices étaient véritablement destinées à clarifier le sens de certaines dispositions en tenant compte de la pratique et des zones grises, des flous dans le texte. En tout cas, on pourra suivre l'évolution de tout ça et de ton avis aussi sur ce qui en sera fait sur ton compte Twitter, hein. Oui, alors H Valoche, voilà, H Valoche pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Et pour l'instant, tu es encore sur Twitter. Et pour l'instant, je suis encore sur Twitter. C'est une bonne question. Je pense pas je ne pense pas quitter Twitter. Alors, je sais pas si c'est de la résistance. J'ai bien envie de créer un compte sur Mastodon. J'ai déjà commencé. En fait, c'est comme quand on visite une nouvelle maison. On voit une maison, on se dit ah tiens, ça a l'air pas mal. On y retourne, on se dit bon, c'est pas mal, mais je vais me faire une opinion un peu plus tard. Je vais très clairement créer un compte sur Mastodon parce que ça fait très longtemps que j'y pense. C'est simplement que j'ai pas forcément le temps d'explorer tranquillement tout ça. Quitter Twitter, c'est compliqué parce que j'aurais l'impression d'abandonner une maison qui brûle. Mais je te cache pas que les actions prises, enfin les actions menées par Elon Musk depuis quelques jours me laissent vraiment circonspect. Et, voilà, c'est difficile de défendre Twitter dans ces conditions-là, alors que c'est vraiment le système est vraiment en train de s'effondrer. Donc, Peut-être il sera amené à être condamné ou attaqué pour ses manquements au RGPD et peut-être après au DSA. ah bah ça c'est la question qui se pose, hein, effectivement. Pour l'instant, les standards qui sont attendus de Twitter en matière de modération me semblent pas être respectés. Alors, bon, le DSA n'est pas encore en application, mais en termes en termes d'obligation de moyens, compte tenu du nombre de personnes qui ont été congédiées, je crois qu'il reste plus que quelques personnes au service Trust and Safety qui supervisent la modération. Un certain nombre d'entreprises sous-traitantes qui étaient chargées de la modération aux États-Unis et à travers le monde ont vu leur contrat en gros rompu du jour au lendemain. Ils l'ont appris par voie de mail. Je ne sais pas combien de modérateurs il reste sur Twitter, mais si Elon Musk décide d'ouvrir les vannes en matière de liberté d'expression dans son approche absolutiste, je pense que niveau DSA, on assistera véritablement
à une violation, à une violation caractérisée de l'esprit du texte, de sa lettre, et donc voilà. Hâte de voir comment ça va se dérouler. Merci beaucoup, Valère Ndior. Merci à toi, à bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.